Savais-tu qu'une banque est née pour aider les immigrés, les pauvres, pour donner une chance à ceux que Wall Street méprisait pour le peuple? Une banque humaine du peuple, construite pour ne pas ressembler aux monstres financiers comme JP Morgan ou Rockefeller. Et pourtant, un siècle plus tard, elle est devenue exactement ce qu'elle devait combattre. Un titan de la finance mondiale accusé de scandales, de manipulation, et tellement énorme que si elle tombait demain, elle entraînait toute l'économie mondiale avec elle. Et cette banque, c'est Bank of America. Bienvenue chez Socratie et aujourd'hui c'est le dernier épisode de la série numéro 2, Finance et psychologie, comment garder la tête froide. Et aujourd'hui je vais te raconter l'histoire de Bank of America, une histoire qui a commencé avec beaucoup de bonté et de valeurs saines. Pour comprendre ce qui s'est passé, je vais te faire un rapide contexte historique. On est en 1904 à San Francisco et les États-Unis sont en pleine mutation. C'est l'époque des grandes vagues d'immigration, surtout italienne et irlandaise, et les grandes banques prêtent qu'aux riches industriels, jamais aux pauvres, jamais aux étrangers et très rarement aux petits commerçants. Le capitalisme américain est à pleine extension et il est très brutal, inégalitaire et réservé à l'élite. Et c'est dans ce contexte qu'un homme décide de changer la donne. Et cet homme, c'est Amedeo Pietro Giannini. Giannini est né en Californie en 1870 et ses parents étaient des immigrés italiens très modestes. Très jeune, il a travaillé très dur, d'abord comme marchand de fruits avant de s'intéresser à la finance. Mais Giannini n'était pas un banquier comme les autres. Lui, il voyait les petits commerçants, les immigrés, les familles modestes et il se disait « Mais pourquoi eux n'auraient-ils pas le droit à un crédit, à une chance ?» Donc, en 1950, il fonde la célèbre banque Bank of Italy. Sa vision était simple, une banque accessible à tous et pas seulement à l'élite. Par exemple, je vais te nommer un exemple de sa vertu. Après le terrible tremblement de terre de San Francisco en 1906, alors que toutes les autres banques étaient fermées, Giannini a installé un petit bureau de fortune sur une table basse dans la rue pour prêter de l'argent immédiatement aux habitants ruinés. C'était ça son esprit, une banque humaine proche du peuple. Mais avec le temps, l'esprit de Giannini a été trahi. Bank of America s'est transformée en l'une des plus grosses banques mondiales. On compte 2500 milliards de dollars d'actifs, des millions de clients, une influence énorme sur la politique économique américaine et mondiale. Elle est classée banque d'importance systémique mondiale, ce qui veut dire que si demain elle chute, elle entraîne tout le système avec elle. Elle est exactement ce que Giannini voulait éviter, c'est-à-dire une banque cupide, spéculative, obsédée par ses profits. Une banque qu'on appelle too big to fail, c'est-à-dire qui est tellement grosse que dans la chute, elle menacerait le monde entier. Bank of America a de côtés très sombres aujourd'hui. Par exemple, la discrimination. Elle a déjà été poursuivie pour avoir appliqué des taux d'intérêt plus élevés aux minorités éthiques afro-américaines et latines. Dans l'octroi de prêts immobiliers, ce genre de prêts prédateurs a contribué à accentuer les inégalités sociales en Amérique. Il y a aussi un rôle joué dans la crise des subprimes en 2008 puisqu'elle a vendu massivement des crédits pourris à des familles modestes, provoquant des millions de saisies de maisons. Sans oublier les frais abusifs et les pratiques douteuses. D'ailleurs, elle a été accusée à plusieurs reprises d'imposer des frais cachés sur les comptes courants et les cartes bancaires de ses clients. Elle a aussi été condamnée pour avoir ouvert des comptes bancaires non autorisés au nom de ses clients. C'est d'ailleurs un scandale qui est similaire à celui de Wells Fargo. Sans oublier aussi l'influence politique et lobbying, puisqu'elle a dépensé chaque année des dizaines de millions de dollars en lobbying pour influencer les lois financières et éviter des régulations plus strictes. Elle a été l'une des banques les plus aidées par l'État américain en 2008 avec de l'argent public alors qu'elle avait spéculé contre les intérêts des citoyens. Et puis bien sûr l'impact environnemental puisque Bank of America a financé pour plus de 230 milliards de dollars aux projets liés aux énergies fossiles entre 2016 et 2021. On parle de pétrole, de charbon, de gaz. Elle soutient des projets controversés comme l'éoléduc, c'est-à-dire des projets qui détruisent des terres entières d'indigènes et qui accélèrent la crise climatique. Elle est régulièrement classée comme les pires banques au monde pour le financement des énergies polluantes malgré ses beaux discours sur la finance verte. Et comme quasiment toutes les banques d'aujourd'hui, l'évasion fiscale, elle est soupçonnée d'utiliser des filiales dans les paradis fiscaux pour minimiser ses impôts. Pendant la crise, elle recevait l'argent des contribuables tout en réduisant ses propres contributions fiscales, ce qui n'est pas normal. Alors oui, Bank of America traîne derrière elle un long cortège de scandales entre subprimes, discrimination, financement massif des énergies fossiles, autant de champs qui l'ont éloigné de son fondateur Giannini et de son idéal d'une banque humaine et populaire. Mais il faut reconnaître que certains aspects de son activité rappellent encore un peu son héritage. Elle continue par exemple à financer des petites entreprises locales aux États-Unis,
à soutenir l'accès au crédit pour les ménages modestes, à investir dans des projets sociaux, éducatifs et même environnementaux à travers des fonds dits durables. Elle est aussi l'une des banques qui a permis, il faut le rappeler, à des millions d'Américains d'accéder à un compte en banque et à pouvoir faire aussi un prêt immobilier. Autrement dit, on peut dire que tout n'est pas tout noir, mais que l'équilibre penche quand même lourdement d'un côté de la finance mondiale qui a trahi l'esprit de Giannini. J'ai découvert cette histoire dans le livre Wall Street dans les coulisses du crash de 1929 de Gordon Thomas et de Max Morgan Weiss. C'est exactement le même livre où j'ai appris l'histoire de Ford et de la surconsommation, ou encore celle de Jesse Livermore, celui qui a gagné des millions avec la vente à découvert. Et aujourd'hui, j'y ai découvert Giannini. Ce sont 3 personnages totalement différents, avec des rôles totalement opposés dans la crise de 1929. Mais pour moi, il était essentiel de parler de Giannini, car il est beaucoup moins connu que les autres. Et pourtant, c'était un homme de valeur, de bonté, qui voulait réellement aider le peuple. Il a créé l'une des premières banques véritablement populaires de l'histoire, pensée pour améliorer la vie des plus modestes, pour financer leurs projets, qu'ils soient professionnels ou personnels. Ce livre, je le recommande à 100%. Non seulement on y comprend comment s'est construite la société américaine de l'époque en 1920, mais on y retrouve aussi un vrai regard géopolitique. On parle de la bourse de Londres, de l'Allemagne avec la montée du nazisme, du Japon et de son expansion. Bref, c'est vraiment un voyage à travers toutes les grandes puissances de l'époque et c'est passionnant. Petit bonus, j'ai acheté ce livre sur la bourse aux livres à moins de 5 €. C'est un site internet où on peut acheter des livres d'occasion et franchement, je le recommande. Voilà, c'était le dernier épisode de la série numéro 2, Finance et psychologie, comment garder la tête froide. Et dans la prochaine série qui sera la numéro 3, je vais vous parler du dessous du capitalisme, ses côtés sombres, ceux où on en entend très rarement parler dans les médias. On abordera par exemple ce que c'est les assassins financiers, le concept du Global Empire ou encore la corporocratie. Et justement, on peut dire aujourd'hui que la Bank of America fait partie de la corporocratie. Ce sont des définitions et des notions qu'on connaît peu, mais qui sont essentielles si l'on veut vraiment comprendre la société dans laquelle on vit. Comme toujours, je m'appuie sur des livres que je vous présente à chaque fin d'épisode. Et n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire, à vous abonner pour ne rien manquer. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci.